Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La consommation de drogue, le phénomène devient de plus en plus inquiétant au Mali. Selon les spécialistes, le cannabis est la drogue la plus consommée au Mali. Cependant, le tramadol commence à être de plus en plus sollicité à travers le pays. Alors, comment donc ces jeunes se procurent ces drogues? Quelles sont les causes et conséquences de cette consommation? Et comment y faire face? Sur ce plateau, nous recevons deux personnes pour le moment. Mohamed Kanouté de l'Office central des stupéfiants, Mahamadou Touré, président de CNC Walaha, une association de lutte contre la consommation de stupéfiants. Et je rappelle que nous attendons Dr Yacouba Sissé, médecin qui avait confirmé sa participation à ce grand dialogue. Je suis Mahamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, pourquoi lutter contre la consommation de la drogue au Mali, Mohamed Kanouté? Merci pour cette invitation. Pourquoi lutter contre le trafic et la consommation? Parce que c'est des actes prohibés. Voilà, c'est des actes prohibés qui sont interdits, autant donc, le trafic et la consommation donc, de tout produit stupéfiant. Donc, il ne fait pas donc, l'objet d'une autorisation donc, pour son importation, donc interdite. Donc, c'est pourquoi donc, il y a un arsenal juridique donc bâti autour de la loi donc 01/2001 donc du 18 juillet donc qui interdit donc des activités par rapport à la consommation et au trafic de drogue. Mais pour quelle raison une loi a été prise Mais la loi a été prise parce que, comme j'ai dit, c'est donc des activités illicites qui sont interdites et parce que ça a des conséquences sur la santé, ça a des conséquences sur la sécurité et ça a des conséquences sur l'économie. Donc c'est pourquoi donc, il faut lutter donc, contre donc, ces activités. D'accord, il y a une loi qui l'interdit, Mahamadou Touré. Aujourd'hui, comment ces jeunes ou toute personne qui consomme la drogue se procure ces drogues selon vous? Ok, merci M. Touré. Je suis très ravi d'être là sur ce plateau aujourd'hui pour parler de ce problème qui est aujourd'hui un problème majeur surtout qui frappe la jeunesse malienne. Alors, ces jeunes-là, ils se procurent de cette drogue-là, je dirais, n'importe comment dans ce pays. Et moi-même, souvent, ils nous arrivent à nous poser des questions. Comment c'est qui fait entrer, sinon ceux qui font entrer les drogues, les stupéfiants, que ce soit le marijuana, sinon le tramadol, comment ils font pour l'amener. Pourtant, l'État investit beaucoup, vraiment, pour mettre fin à ces genres de trafic. Et cela n'empêche, nous voyons surtout, quand on parle du tramadol, le tramadol est partout dans presque, je peux dire, non seulement les marchés, mais dans les rues aussi. Parce qu'il y a tellement de revendeurs de médicaments qui se promènent de quartier en quartier, de rue en rue à Bamako, et sur toute l'étendue du territoire malien qui en vendent aussi. Et ils disent que c'est rentable. C'est rentable par rapport aux autres. Mais il faut vraiment qu'on essaie de cadrer la vente des médicaments déjà. Alors, en ce qui concerne le marijuana aussi, c'est pareil aussi, parce que le marijuana, nous l'avons connu avant le tramadol, je dirais bien. Le marijuana, surtout les plus jeunes, c'est les plus jeunes qui consomment encore plus et c'est ce qui est encore dangereux pour le futur ou sinon l'avenir de la jeunesse malienne. D'accord. Selon vous, comment ils se procurent ces drogues? Nous nous battons contre le trafic. Il y a plusieurs canaux de ravitaillement donc, de ceux qui se livrent à ces activités. Donc, la drogue arrive chez nous par voie routière, donc à travers donc, les différentes frontières poreuses que nous avons. Ça vient par voie aérienne. Donc, nous avons l'habitude de faire des saisies donc, à l'aéroport, des saisies donc, dans les différentes frontières et des saisies aussi dans les différentes gares routières. Voilà. Donc, c'est une activité souterraine. Et souvent, je ne suis pas tout à fait d'accord par des allégations donc, qui font croire que donc, on vend donc, les produits au vu aussi de tout le monde.
Donc, moi, je me dis, il y a des services spécialisés, des services qui ont été créés. Et une fois que vous avez connaissance d'une activité illicite donc, par un citoyen, donc, qui est en porte-à-faux avec la loi, donc la meilleure des choses, c'est d'informer certainement les services qui sont en charge donc, de lutter contre cette pratique-là. Donc, il y a beaucoup de choses donc, qui se disent parfois, mais qui peuvent se révéler donc, après vérification donc, comme de contre-vérités. Donc, jusqu'ici, nous, on n'a jamais été saisis donc, par une dénonciation, soit dans l'anonymat ou bien une dénonciation à visage découvert, donc, par rapport à un renseignement qu'on n'a pas donc, vérifié, donc, et puis soit aboutir donc, à une interpellation à la fin ou bien trouver donc, qu'il y avait donc, quelqu'un qui se cachait derrière ces renseignements. Donc, moi, je me dis, donc, ce que nous voyons souvent donc, en ville, il faut faire la part des choses. Donc, ceux qui font cet exercice illicite donc, de la vente des médicaments, donc ça, c'est une autre lutte qui doit être menée donc, par l'État, donc par des structures appropriées qui sont l'ordre des pharmaciens donc, par rapport à cette activité. Donc c'est vrai que donc, c'est un exercice incident. Donc parfois, on arrive à faire des interpellations avec ces gens-là, donc des produits, donc des psychotropes, donc, qui sont aujourd'hui sur la liste des produits qui sont prohibés voilà, donc, par notre loi. Donc, la vente des produits comme donc, les tramadol, comme les diazépam ou bien comme les rivotril, donc c'est sur prescription médicale. Mais s'il se trouve avec un vendeur dans la rue, donc pour nous, c'est d'abord un exercice illégal avant que ça soit une autre infraction. Donc, ça, c'est un autre secteur donc, où des luttes sont menées donc, pour essayer d'assainir donc, cet environnement. Mais nous, pour ce qui nous concerne, donc, chaque fois que nous avons des informations par rapport à l'existence d'un nid criminogène, donc on a toujours essayé d'aller donc, à la découverte. Les gens disent beaucoup de choses, mais souvent, donc, il faut faire la part des choses. Donc, une lutte contre les trafics et une lutte contre l'interpellation donc, des menus frétins, donc pour nous, ce n'est pas la même chose. Il y a les commissariats qui sont là, donc les brigades qui sont là, donc qui se livrent au quotidien à cette activité. Mais nous, notre objectif, donc, c'est de faire en sorte que les grandes quantités, donc les trafics internationaux, donc les baronquets d'assaut dans la sous-région ou bien que ce soit donc, sur d'autres continents, donc n'envahissent pas notre territoire. Et donc c'est pourquoi nous avons des services correspondants donc, dans d'autres pays avec qui nous échangeons des informations. Et c'est pourquoi donc, vous êtes très souvent alertés donc, par rapport à des saisies de grosses quantités. Donc, parce que nous avons des informations depuis des pays d'origine donc, pour dire que... Ces quantités qui sont saisies, elles deviennent quoi ? Mais on va vous inviter à souper donc pour la destruction. Donc, c'est des produits qui ne peuvent pas être recyclés. J'ai dit tantôt que c'est des produits qui sont prohibés. Naturellement, c'est des produits qui doivent donc, aller donc, à une destruction totale. Destruction, voilà. C'est comment vous les brûlez ou... Donc, on les brûle naturellement. Donc, je crois que Studio Tamani a toujours été... N'est-ce pas un danger pour l'environnement à les brûler? Non, mais on va prendre des dispositions. On a toujours pris des dispositions. Voilà, donc, ça s'est fait donc, dans un environnement approprié. Donc, on est toujours accompagné par des spécialistes de l'environnement, donc de la santé, donc, qui nous ont indiqué au préalable un site voilà, donc, où on peut donc, faire cet exercice sans pourtant nuire donc, à la santé de la population environnante. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Touré, êtes-vous d'accord avec Monsieur Kanouté quand il dit qu'aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec ceux qui pensent que la drogue se vend n'importe où, au vu et au su de tout le monde? Oui, bon, là, je pense que je vais un peu contredire Monsieur Kanouté parce que, comme il l'a si bien dit, eux, la part des choses qu'eux ils font, ça, c'est l'interpellation des grandes quantités qui quittent d'autres pays pour venir. Alors, nous qui sommes jeunes, en tant que jeune association aussi, qui vivons dans ces quartiers où le marijuana est vendu comme de l'arachide enchâssé devant tout le monde, dont on ne me l'a pas dit et que j'ai vu ça de mes propres yeux et que je vis de ça depuis des dizaines d'années et tout, surtout dans mon quartier à moi, plus précisément à Boulkassongou. Alors, je dirais qu'il a tantôt parlé des commissariats et des gendarmeries qui sont là. Et moi, je dirais qu'ils ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur travail du tout parce que je me demande comment est-ce qu'on peut venir s'asseoir. L'endroit est tellement connu parce que j'en suis un témoin. Une fois, un officier de police m'approche et il me demande, puisque nous évoluons dans ce domaine-là, et de lui donner le nom des dealers. Mais je lui dis, mais
vous connaissez déjà les dealers. Mais pourquoi est-ce que toi, tu viens me demander le nom des dealers? Combien de fois nous avons été chez vous, nous avons été au sein de votre service pour vous dire, ah, il y a ce jeune-là qui vend de la drogue dans notre quartier, vous venez, vous l'arrêtez aujourd'hui, vous le trouvez avec une grande quantité de marijuana, et le lendemain, on le voit encore dans le carré. Le lendemain, ou sinon le même jour, on voit la même personne sur une moto faisant le gros et se montrant fier de ce qu'il fait. Donc moi, je suis contradictoire par rapport à ce que M. Kanouté me dit, parce que là, bon, s'ils disent que leur intervention se limite uniquement au niveau de la saisie des grosses quantités venant d'autres pays, ça je peux comprendre, mais franchement, il faut vraiment que la police et la gendarmerie se donnent une vraie action. Vraiment. Une fois arrêtés et que ces dealers-là ils soient vraiment punis comme la loi le dit. D'accord. Est-ce qu'ils ne se trompent pas d'interlocuteurs? Est-ce que c'est la police et la gendarmerie qui doivent être interpellés? Est-ce que ce n'est pas l'office qui doit être saisi directement? Non, on peut demander, parce que c'est des services qui concourent à la lutte contre la drogue. Et la lutte contre le trafic et la consommation de drogue n'est pas un domaine de prédilection pour l'Office central des stupéfiants. En fait, nous avons été créés en tant que service spécialisé. Nous n'avons pas autre matière donc, sur laquelle on travaille si ce n'est pas la drogue. Mais à côté, les autres services, parce que c'est une infraction à la loi, donc les autres services qui sont aussi investis, donc des missions de police judiciaire, donc sont appelés donc à travailler sur les mêmes donc infractions que l'Office central des stupéfiants. Voilà, mais nous n'avons pas autre matière si ce n'est pas la drogue. Mais les autres services, donc chaque fois qu'ils interviennent, donc chaque fois qu'ils font des opérations, donc les destinataires c'est l'Office central des stupéfiants, parce que c'est nous qui sommes appelés donc à faire un rapport annuel, donc pour indiquer au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au gouvernement, donc la tendance par rapport au trafic et à la consommation de drogue sur une année civile et à proposer donc des mesures appropriées donc par rapport à une lutte efficace donc contre le phénomène au Mali. Donc c'est pourquoi donc souvent je suis très surpris donc d'entendre certains propos récriminant donc les forces de sécurité donc par rapport donc à leur rôle donc dans la lutte contre le trafic donc et la consommation des stupéfiants. Donc vous savez, il faut faire la part des choses. Quand il y a violation donc, de la loi, donc c'est un processus. Donc il y a d'abord une interpellation. Donc et l'officier donc, de police judiciaire dresse un procès verbal donc, qui est transmis voilà, donc, à un parquet donc, qui juge donc, de la pertinence de l'opportunité de poursuivre ou pas donc, les délinquants donc, ou bien donc, la personne mise en cause donc, par rapport donc, au degré de l'affaire. Donc, si vous interpellez ou bien vous dénoncez quelqu'un donc, qui a été peut-être interpellé donc, par donc, la police et que 24 heures ou 48 heures vous rencontrez la même personne parce que le délai de garde à vue c'est 72 heures. Tant que ce n'est pas sur une demande express donc, du procureur pour prolonger, c'est 72 heures. Donc toutes ces personnes interpellées ne peuvent pas aller donc, au-delà des 72 heures de garde à vue dans un commissariat ou dans une brigade. Donc quand ils sont mis à la disposition du parquet, donc c'est le parquet qui va juger de l'opportunité donc, ou pas donc, de les poursuivre. Bon, vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui donc, il y a donc, la journée internationale de lutte contre la drogue. La lutte contre la drogue, ce n'est pas que de la répression. Donc il y a la sensibilisation, il y a la prévention. Donc en fait, c'est pour amener donc, à un changement de comportement. Donc souvent, donc, il faut se poser la question à quoi ça sert de mettre donc, un consommateur occasionnel donc, en prison, donc il va donc, rencontrer d'autres qui sont non seulement des trafiquants, mais qui sont des consommateurs aguerris. Et cette personne va sortir de la prison donc, avec quel niveau donc, d'addictologie. Donc il faut se poser cette question. Donc souvent c'est peut-être un pédagogue. Donc la drogue se vend dans les prisons aussi? Non. Se consomme? Non, mais partout la drogue se consomme et se vend partout. Voilà, donc et que ça soit en prison, que ça soit en ville. Voilà, donc il y a beaucoup de problématiques qui sont liées autour de ça. Et les agents pénitentiaires font chaque fois des saisies, donc ils nous envoient donc les produits parce qu'ils opèrent à des fouilles, donc ils tombent. Vous savez, donc tout ce qui est interdit, les gens sont tentés. Voilà, et ils savent que souvent en prison. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais l'autoriser pour que la Non, je ne dirais pas, on n'a pas encore atteint donc, ce niveau. Et donc pour moi, le débat ne doit pas être donc, à ce niveau, s'il faut l'autoriser ou s'il faut légaliser. Mais pour moi, donc, le débat doit être quelle approche
Donc, il faut avoir, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'avoir une approche équilibrée donc, pour arriver donc, à une lutte efficace? Approche équilibrée, c'est-à-dire quoi? Donc, depuis tout ce temps, nous avons une loi très, très répressive. Simple consommation, donc tu es condamné au Mali, en principe. Donc, à combien? Donc, c'est entre 1 mois et 3 mois et une amende de 20 000 francs à 50 000 francs CFA. Mais ça dépend encore de l'intime conviction du juge, donc il va donc apprécier donc, de ton degré d'implication ou bien donc, des contextes qui ont entouré donc, ta consommation. Donc si tu as été pris donc, sur un site qui est considéré déjà comme un site qui a enregistré, je donne juste un exemple, donc qui a enregistré donc, des homicides donc, ou bien donc, des braquages à main armée, voilà, donc le juge peut penser peut-être que voilà, donc il peut avoir un lien entre ta présence et puis des faits antérieurs, donc il peut te donner 3 mois. Mais ça dépend encore une fois de plus de son intime conviction. Donc, mais dans certains pays, donc la consommation a tendance donc, à être décriminalisée. Tu ne vas pas en prison. Et notre loi a prévu aujourd'hui donc, mais justement, vous dites que la loi elle est répressive, condamnation de 1 à 3 mois pour un consommateur. Mais est-ce que cette loi que vous jugez répressive est appliquée? Et la loi que nous jugeons répressive est souvent appliquée. Souvent. Souvent appliquée. Voilà, donc appliquée. Pourquoi souvent elle ne l'est pas? Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est l'intime conviction du juge qui est là. Mais dans la plupart des cas, donc en tant que donc, service de répression, et personnellement, je pense qu'aujourd'hui... Excusez-moi, c'est juste pour mieux comprendre. Qu'est-ce qui peut pousser un juge à ne pas appliquer cette loi? Est-ce que ça veut dire que le juge est complice ou... Non, le juge ne peut pas être complice. Les juges travaillent avec des textes qui sont là. Et il y a l'intime conviction du juge qui est là. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs donc, qui rentrent donc, dans le cadre de son appréciation pour une prise de décision. Le juge, il est avant tout humain. Donc, son rôle, ce n'est pas que de condamner les yeux fermés. Donc, il doit être un pédagogue. À un certain moment, donc, le juge doit savoir... Est-ce que je dois condamner? Est-ce que la condamnation que je vais infliger donc, à cette personne peut lui servir de leçon ou pas? Voilà. Donc, imaginez, donc, je ne peux pas faire subir donc, les mêmes sorts donc, à quelqu'un qui se dit consommateur occasionnel et à quelqu'un qui a passé 5 fois, 10 fois donc, devant un officier de police judiciaire pour les mêmes faits. Voilà. Donc là, il y a beaucoup d'appréciations, beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Touré, que pensez-vous de cette loi et son application? Voilà, justement, parce que quand là... il me parle de l'intime conviction du juge. Moi, je dirais que c'est vrai que le juge ne peut pas condamner comme ça, mais le juge, c'est parce que toujours, nous allons toujours revenir à la base au fait. Parce que ce n'est pas le procureur ou sinon le juge qui va aller sur le terrain et arrêter ces délinquants, au fait. C'est toujours au niveau de la police et de la gendarmerie qui font ces saisies et qui font ces arrestations dans les communes, dans les quartiers. Alors, en général, ces genres d'affaires n'arrivent même pas au niveau du juge. Parce que c'est à la police de faire leur PV et l'envoyer au juge d'instruction, ou sinon au juge qui est à la charge vraiment des activités illégales concernant la drogue dans la commune. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, si le juge n'a même pas un document avec des preuves, le garde à vue, c'est 72 heures, c'est vrai. Ça, c'est pour permettre de faire des enquêtes, d'ouvrir des enquêtes et trouver des preuves. Déjà, quelqu'un qui a été saisi avec de la drogue et il a été dénoncé par un citoyen vivant de la commune ou sinon du quartier, et il a été arrêté en possession de drogue et il le vend aussi. Mais à 72 heures, vous libérez la personne. Pourtant, les preuves sont là. Vous l'avez pris avec, comme on le dit, la main dans le sac. Alors, pour qu'un juge puisse juger cela et le condamner, il faut que le juge ait un document sur la personne, un document établi par la police. On appelle en général le procès verbal de la police, que la police envoie au juge. C'est en fonction de ça que le juge va trancher s'il doit condamner la personne ou pas, s'il doit exercer la loi sur la personne ou pas. Mais si l'interpellé, le juge, même, parce que vous avez dit tout, vous lui avez demandé si le juge est complice. Moi, je ne dirais pas que le juge est complice parce que le juge travaille en fonction de ce que la police dit. La police l'apporte ou sinon la gendarmerie l'apporte. Donc, si le juge n'a pas accès à ces documents, le juge ne peut... Donc, vous pensez que c'est plutôt la police qui Moi, je est pense que c'est complice? plutôt la police. Plus précisément, la police. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui savent où se trouve. Parce que, pour la petite histoire,
des commissariats de police où, à chaque changement de chef de BR, on appelle à tous les grands dealers du quartier ou sinon de la commune de venir se présenter. Et à défaut de cela, ils vont faire une descente chez toi. Ah bon? Ah oui. Nous sommes sur le terrain. Vous avez des preuves de cela, qu'il y a des commissariats qui appellent... Moi, j'ai des preuves de cela. J'ai des preuves de cela. Lesquelles? Non, je ne veux pas les dire, mais je sais que je ne parle pas dans le vide. Et je sais que j'ai des preuves de cela. Ok, il a dit quelque chose tout de suite. Vous voulez rebondir sur ça? Juste pour le dire, c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc, je pense que c'est des allégations qui restent infondées. Jusqu'à ce que donc même en dehors du studio. Mais sinon, s'il veut, donc aujourd'hui, il y a des inspections qui sont créées. Et les inspections, donc c'est pour donc, une bonne marche donc, des corporations. S'il arrive à mener ses preuves au niveau de l'office, au niveau de l'office, est-ce que vous pouvez trouver une solution à ça? Non, mais il n'a même pas besoin. L'information que tu as donnée à la police qui n'a pas été traitée, donc je prends en témoin M. Touré, donne-nous la même information et tu vas voir si donc, on va être démarché donc, par les Désormais, dealers. il faut vous adresser à l'office central. Pour cela, il n'y a même pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous serez informé à temps et à l'heure. D'accord. Il a dit souvent il y a des drogues qui sont saisies même à la prison. Alors, à quoi bon envoyer ces gens à la prison, alors, selon vous? Non, il faut plutôt poser la question comment ces drogues-là atterrissent dans les prisons. Il faut plutôt se poser la question. Parce que nous pensons qu'une prison est faite vraiment, c'est une maison correctionnelle. C'est pour vraiment redresser la personne, pour que la personne puisse prendre conscience de l'erreur dans laquelle il vivait et essayer vraiment de laisser certains de ses comportements. Et mais si dans la prison encore, la même personne accède à ces drogues-là encore, ben moi je pense que je ne vois plus l'importance. Il peut sortir même selon Kanouté avec un niveau supérieur. Voilà, il peut sortir même avec plus que ça. Parce qu'on a même peur. C'est la raison pour laquelle les brigades de Mers et Bolé et autres, les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants là-bas, même de leur propre gré, juste pour faire corriger l'enfant et mettre l'enfant sur la bonne voie. Parce qu'ils se disent que là-bas, au lieu que l'enfant soit encore plus cadré, c'est là où il va être encore plus pourri au fait. Mais comment c'est fait que... Parce que une prison est sécurisée, en principe. Et il y a des gardes pénitentiaires qui sont là. Il y a souvent la présence de la garde nationale qui est là. Mais comment ils peuvent laisser entrer de la drogue là-bas? Ou bien soit c'est les gardes... Kanouté va répondre à cette question. Mais je rappelle tout juste que Dr Yacouba Cissé, médecin qui devait venir nous parler beaucoup plus des conséquences sur la santé humaine, est toujours injoignable. Alors, comment les prisonniers peuvent avoir accès à des drogues étant en prison? Bon, c'est des modes opératoires qui varient donc en fonction de l'ingéniosité de ceux qui font donc ce travail, donc qui essayent d'introduire. Voilà, mais donc je sais que dans les retours d'expérience que nous avons toujours eu avec les surveillants des prisons, donc ils passent par beaucoup de chemins, donc même les repas. Certains pensent que ces surveillants même seraient parfois des trafiquants. Bon, c'est trop dit. Donc, jusqu'à preuve du contraire, donc c'est des gens qui sont assermentés. Voilà, donc, et je pense que dans chaque métier, il y a donc l'éthique et la déontologie étant là. Donc, je dirais que c'est en tout cas trop osé de penser que ces porteurs d'uniforme seraient des trafiquants. Mais en tout cas, ce que nous savons, et dans les retours d'expérience que nous avons eu avec les surveillants des prisons, donc il y a par exemple les repas. Voilà, donc souvent, c'est des poissons. À l'intérieur, on fait cacher donc, la drogue. C'est des morceaux de viande à l'intérieur qui sont bien cuites. Voilà, donc à l'intérieur, donc, on fait cacher donc, la drogue. Donc il y a tellement d'ingéniosité pour introduire donc, la drogue. Et souvent, vous ne pouvez même pas imaginer voilà, que si ce n'est pas une fouille assez affinée, approfondie, on ne peut même pas se rendre compte. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ces surveillants des prisons ont bénéficié de beaucoup de formations donc à travers l'ONUDC pour éviter à ce que nos prisons soient les derniers recours pour la vente des produits illicites en cas de rupture en dehors de la prison. D'accord. Mais généralement, aujourd'hui, quelles sont les conséquences qu'on rencontre au Mali sur ces consommateurs?
Bon, en dehors des conséquences sanitaires, naturellement, donc il y a des conséquences sur la gouvernance à tout, hein, donc la gouvernance en général, donc que ce soit donc la gouvernance économique, parce que celui qui se livre à de telles activités, à de tels trafics, une personne qui va investir dans un secteur, déjà, l'origine de son argent donc, est illicite. Et la personne donc, fait un peu de la concurrence déloyale. Imaginez donc, que je fasse du trafic de cocaïne. Donc j'ai de l'argent, donc je viens investir donc, dans la compagnie de transport, dans une compagnie de transport. Donc je ne commence pas au même niveau que les autres. Voilà, j'ai eu de l'argent frais, donc avec une source voilà, illicite. Et donc, si les autres ont une capacité d'acheter 5 bus, moi, je peux acheter donc 25-30 bus. Donc, que ce soit dans l'immobilier. Donc, aujourd'hui, c'est des impacts négatifs sur l'économie que nous enregistrons. Et pour la plupart, c'est des gens donc, qui ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc. Et donc, c'est des gens donc, où ils font de la concurrence déloyale à des opérateurs économiques honnêtes donc, qui se sont investis dans ce secteur-là depuis. Dans plusieurs secteurs. Donc, je prends juste l'exemple pour les compagnies de transport. Ça peut être l'immobilier, ça peut être d'autres secteurs d'activité. Donc, ça, c'est les conséquences un peu économiques. Il y a donc les conséquences sécuritaires. Donc, vous savez, la dépendance à ces produits donc, peut avoir des conséquences sur la santé qui peuvent amener donc, la personne donc, à perdre le contrôle. Et vice-versa, ça peut avoir des répercussions sur la sécurité. Aujourd'hui, on se demande par rapport à la commission de beaucoup d'infractions, est-ce qu'une personne à l'état normal peut être en mesure donc, de poignarder son épouse avec qui donc, il a eu à partager donc, plusieurs années de cohabitation. Donc, est-ce qu'une personne normale qui n'est pas sous l'effet d'un produit dopant peut arriver jusqu'à un tel niveau de cruauté? Donc, il y a beaucoup de questions. Voilà. Donc, on pense que la consommation de ces produits stupéfiants, voilà, donc violence conjugale, violence juvénile dans les universités, donc dans les lycées. Donc, comme il a dit, aujourd'hui, c'est devenu presque une activité quotidienne donc, des jeunes. Donc, et cette déviance donc, juvénile, et pourquoi donc, on doit s'en préoccuper. Donc, et les jeunes sont beaucoup plus interpellés donc, aujourd'hui. Quand vous regardez notre statistique, donc plus de 300 personnes interpellées, mais les 50% sont des jeunes. Les 50% sont des jeunes et des jeunes de toutes catégories. Donc, il y a des jeunes universitaires, donc des jeunes donc, fonctionnaires, donc des jeunes donc, en quête d'emploi et des jeunes qui évoluent dans le secteur informel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment préoccupant. Donc, la conséquence, je crois, donc, sinon les conséquences sont tellement énormes que, donc, aujourd'hui, on doit même se demander, donc, si le développement d'un pays ne peut pas être pris en otage, donc, par le fait qu'une jeunesse est complètement, donc, versée dans le trafic et dans la consommation de drogue. Certains pensent que c'est également la cause de plusieurs accidents de circulation. Tout à fait. J'ai oublié de mentionner. Effectivement, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de doter donc, les services de protection civile pour qu'à chaque accident, donc, on procède rapidement à un contrôle pour voir donc, les parties donc, mises en cause ne sont pas sous l'effet donc, des produits dopants. Donc en réalité, donc, il y a beaucoup de conséquences donc, qui sont aujourd'hui liées donc, à la consommation, hormis donc, les conséquences encore sanitaires donc, pour lesquelles nous pensons aujourd'hui, surtout c'est le thème de cette année. Cette année, l'Organisation des Nations Unies pour la drogue et le crime a décidé donc, de choisir donc, les thèmes donc, sur la justice et la santé, la justice pour la santé pour la justice. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on pense que donc, ceux qui sont dépendants de ces produits donc, peuvent être considérés comme des malades. Mais ils sont aussi des victimes donc, de ceux qui font donc, le trafic donc, de ces produits-là. Et c'est pourquoi on doit verbaliser, on doit condamner, donc on doit poursuivre ceux qui font ce travail donc, pour amener donc, notre jeunesse donc, à la déperdition. Et donc le thème, en réalité, c'est pour respecter donc, un droit fondamental, le droit à la santé de toute population, voilà, donc qui est garanti depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc à partir de notre Constitution. Donc aujourd'hui, donc ce droit doit être respecté. Ce n'est pas parce que donc mon fils, mon cousin ou telle personne est usager de drogue
que donc, la personne doit être délaissée pour compte. On doit avoir donc, une politique donc, de récupération, de réinsertion donc, de ces personnes-là pour qu'ils soient prises en charge. C'est pourquoi je disais tantôt, la lutte contre le trafic de drogue c'est fait au Mali sur 3 piliers. Donc il y a le pilier sensibilisation qui se situe dans le cadre de la prévention. Donc il y a le pilier répression. Et le pilier qui manque, ça c'est donc le pilier prise en charge sanitaire et réinsertion sociale. Voilà. Donc si la sensibilisation ne suffit pas, voilà, donc on procède donc à la répression. Et la répression doit être aussi jaugée pour être équilibrée, pour que ça ne soit pas une répression aveugle, qui peut aboutir aussi à d'autres conséquences. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir une approche équilibrée. Et malheureusement, cette approche équilibrée, notre cadre législatif et institutionnel n'est pas suffisamment prêt pour la mise en œuvre de ce cadre, de cette approche. Parce qu'il n'y a pas de centre spécialisé pour la prise en charge. Aujourd'hui, quelqu'un peut être malade et du fait de la consommation des produits stupéfiants. Il n'y a pas de centre spécialisé, il y a peu de spécialistes qui peuvent s'occuper de lui pour son traitement. On va lui demander, amenez-le au point G. Et la personne sait pertinemment qu'il n'est pas malade mental. Voilà. Donc, quand vous allez lui dire, amenez-le au point G, la personne va se rétracter. Et alors, un des premiers éléments pour permettre à quelqu'un de décrocher de la consommation, c'est d'abord sa volonté à sortir de la consommation. On va y revenir tout de suite. Toujours concernant les conséquences sur la santé cette fois, est-ce que vous voyez des gens qui sont devenus fous à cause de la consommation de la drogue? Oui, l'une des raisons qui nous a encore plus motivés pour vraiment mener cette lutte-là au sein de notre association, parce que je dirais même que pas mal d'amis d'enfance à moi que je connais dans le quartier qui sont devenus vraiment fous et n'ont plus leur tête, ils ont des maladies mentales et tout. Alors on se pose souvent la question si cela continue comme ça, parce que le taux de consommateurs et le taux de consommation, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Parce que vous verrez en général des jeunes de moins de 18 ans consommer de la drogue, ou sinon du marijuana en pleine rue. Or, ce qui était très très rare dans le temps, quelqu'un même quand on te voyait avec de la cigarette, c'était un problème déjà. Moi, je pense que non seulement il y a... Est-ce que ça veut dire que les parents aussi ont démissionné? Justement, je vais venir là-dessus. Non seulement ceux qui exercent cette activité de vendre ou sinon ce trafic de drogue-là, ils doivent être vraiment punis et tout, mais il faut comprendre aussi que les parents ont une très grande part de responsabilité dedans. Parce qu'il y a des parents qui refusent de reconnaître que leurs enfants consomment de la drogue. On a beau leur signaler, mais ils nient. Pourtant, ils savent que réellement l'enfant consomme. Mais ils font tout pour couvrir leur enfant à eux. Donc moi, je pense qu'il y a une très grande part de responsabilité des parents vis-à-vis de ce fléau, franchement. C'est une question d'éducation qui est là aussi. Et que nous n'allons pas nous mettre seulement sur l'État ou sinon les forces de sécurité disant qu'ils n'arrivent pas vraiment à sécuriser ou sinon à empêcher ces dealers-là et tout. Mais il faut qu'on se pose la question, nous, parents, ou sinon moi en tant que grand frère de quelques jeunes, ou sinon le jeune frère de quelques-uns. Alors, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour empêcher nos jeunes frères vraiment de se livrer à ce genre de pratiques-là? Et quand on vient nous informer qu'un jeune frère à moi consomme de stupéfiants, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher des preuves pour savoir réellement si l'enfant il consomme ou sinon continuer à le couvrir. Il y a ce problème-là qui est là. Il y a ce problème-là qui... Et selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes généralement à consommer la drogue? Bon, moi je dirais qu'il y a une complexe d'infériorité qui est là, qui est la cause de pas mal de jeunes. Surtout avec cette nouvelle ère qui est là, la musique malienne, sinon le rap malien. La génération hip-hop. Voilà, la génération hip-hop, parce que là... des chanteurs, des rappeurs que les jeunes même admirent réellement, que les jeunes ils écoutent réellement, c'est des gens qui ne parlent que de marijuana en général dans leur son. Je vais prendre l'exemple sur Yampo directement. Tout le monde sait que tout ce qu'il dit, il ne parle que du marijuana. Et c'est l'un des rappeurs les plus écoutés.
au Mali. Alors, il doit y avoir une solution, ou sinon un moyen à cela aussi, pour essayer de les approcher et d'essayer de les sensibiliser eux aussi, de trouver d'autres genres musicaux, ou sinon d'autres genres vraiment, de s'exprimer et se faire entendre, qui n'est pas de pousser leurs jeunes frères à se livrer à ces actes-là. D'accord. Que dit la loi par rapport à la promotion de la consommation de stupéfiants? Non, elle est interdite. Voilà, donc la promotion, la facilitation, donc elle est interdite. Mais pourquoi on voit ces jeunes rappeurs souvent qui font la promotion, qui organisent des concerts et souvent qui sont même sécurisés par les forces de l'ordre? Moi, c'est ma première information. En tout cas, je n'ai jamais assisté donc, à un tel regroupement donc, où les jeunes donc, ont décidé de faire la promotion d'un produit. A décidé de faire la promotion directement. Il a dit tout de suite, il y a certains rappeurs qui, dans leurs chansons ou dans leurs clips, on leur voit fumer, en tout cas des choses qui ressemblent à la drogue, automatiquement. Et la personne qui est en train de suivre pense que c'est la drogue, que ça soit vrai ou pas. Et également, certains même qui le disent dans leurs morceaux. Et ces mêmes personnes vont organiser des concerts et souvent qui sont également sécurisés par les forces de l'ordre. Non, vous savez, c'est une responsabilité partagée à ce niveau. Donc moi, je dis, je suis d'abord depuis la maison donc, de production. Voilà, donc à quoi ça sert donc, de faire la promotion d'une musique qui va amener donc, une jeunesse de tout un pays en déperdition. Donc vraiment, c'est une question de responsabilité. Voilà, donc c'est une question de responsabilité, c'est une question de bon sens. On ne doit même pas attendre donc, souvent à l'État d'interdire. Donc nous-mêmes en tant que citoyens. Donc comme il l'a dit déjà, je crois qu'il a recentré. Donc souvent c'est tellement facile donc, de chercher à tout mettre sur le dos la petite bête. Comme l'État a le dos large, donc il peut tout accepter. Mais donc il faut voir à plusieurs niveaux, nous avons démissionné. Nous avons démissionné et c'est ce qui a occasionné aujourd'hui voilà, donc, la vulgarisation, sinon la démocratisation de ces pratiques illicites-là. Donc ça se passe souvent donc, dans des familles, mais comme il l'a dit, tu viens, donc les gens essayent donc, de couvrir, mais en la matière, donc, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas interpeller. Donc si on me dit que M. Touré donc, est dans le trafic, dans la consommation, ou bien dans la consommation, si je viens tout de suite, tant que je ne vois pas donc, M. Touré donc, avec un mégot de cannabis, donc en me voyant tout de suite en tant qu'OPJ, si tu ne veux pas être interpellé, tu laisses tomber donc, les mégots. Donc si je viens, tant que tu n'as pas ça, et que je n'ai pas fait un test donc, pour prouver que tu viens de consommer à l'instant T donc, du marijuana, je ne peux pas t'arrêter. Je n'ai aucune preuve. Donc il y a une couverture qui est là. Je crois qu'il y a le bon sens donc, qui doit nous faire appel aujourd'hui. Mais justement, dans ce cas, les personnes à qui on va demander de dénoncer ceux qui consomment ou trafiquent la drogue, et si le juge n'enferme pas cette personne qui consomme ou vend la drogue, est-ce que ce n'est pas un danger pour le dénonciateur? Mais attends, donc la dénonciation, ce n'est pas à visage... découvert. Voilà, donc tu peux décider de faire une dénonciation donc, anonyme. Voilà, donc tu n'as même pas besoin de se déplacer pour aller vers la police ou la gendarmerie ou bien vers l'office central des stupéfiants pour dénoncer. Voilà, donc quand il me donne tout de suite un renseignement pour me dire que derrière un terrain de basket dans tel quartier, donc de telle heure à telle heure, donc des gens sont là, donc ils font cette pratique-là. Voilà, donc nous avons donc la formation requise pour les faire. On peut décider nous-mêmes de recouper et on ne va pas dire à la personne qui sera interpellée que c'est telle personne qui nous a donné. Voilà, donc votre présence donc, sur ce lieu à telle heure-là. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce système de protection de ceux qui dénoncent est efficace? Bon, moi je pense que pas mal de personnes ont peur déjà parce qu'ils se disent que c'est ces mêmes agents-là aussi qui vont dire encore à ces dealers-là que de faire attention à un tel de leur quartier ou sinon de leur carré qui vient leur dénoncer. Qui fait que pas mal de personnes ont peur vraiment de dénoncer. Mais s'il y a les numéros verts et tout qui sont là, sur lesquels les gens peuvent appeler, moi je pense que ça c'est encore plus sécurisé. Voilà, moi je pense que c'est encore plus sécurisé. Est-ce qu'il y a un numéro vert pour ça? Non, pas à l'Office central des stupéfiants. Donc nous avons fait donc, la demande donc, au cabinet. Et donc le processus continue, mais le numéro vert existe pour les autres services. Ce que je veux juste dire par rapport à ça,
Je ne crois pas que ça soit donc forcément dans toute corporation. Donc vous avez des brebis galeuses. Vous avez des bonnes graines, vous avez des vrais. Donc je suis entièrement d'accord. C'est pour qu'il y ait un service d'inspection, donc pour essayer à chaque fois donc de recadrer les choses. Justement, est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été menée sur le niveau de responsabilité, notamment des acteurs qui interviennent pour lutter contre ça? Non, pas une enquête, mais donc et tous ceux qui sont en tout cas dans les milieux, en tout cas dans notre service spécialisé, donc en tout cas il y a des tests donc, qu'il faut d'abord passer pour être recruté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas une enquête pour clarifier? Non, naturellement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que certains des forces de l'ordre sont complices. Une enquête ne pourrait-elle pas clarifier cette situation? Et ça, on doit laisser peut-être donc la société civile faire cette enquête. Et là, c'est une enquête indépendante. Sinon, si elle est faite toujours par un service étatique, donc on va penser que c'est une enquête biaisée. Mais je vous dis juste encore une fois de plus, tout est une question de personnalité, tout est une question de responsabilité. Donc j'ai dit, il existe des brebis galeuses dans toute corporation. Mais chaque fois que nous avons connaissance qu'un agent, en tout cas chez nous, donc se livre à de telles pratiques, donc le sort est connu. Donc l'agent est relevé. L'agent est mis à la disposition donc, de la hiérarchie, donc il va décider de sa traduction devant un conseil de discipline ou bien de sa poursuite devant une juridiction. D'accord. Voilà. Quelle est la région au Mali qui est la plus touchée par la consommation ou le trafic de drogue? En fait, il n'y a pas une étude nationale donc, faite pour dégager la tendance par rapport à la consommation. Mais si on se réfère à quelques études passerelles donc, qui ont été réalisées par des ONG comme Arcade Sida donc, ou bien Orfed, donc on peut dire que la région de Caille, la région de Sikasso donc, et la région et le district de Bamako sont les régions qui sont beaucoup plus touchées par rapport à la consommation. Mais par contre, il y a d'autres informations donc, qui parlent d'autres régions donc, par rapport à la consommation et au trafic. Mais donc, ça, c'est des études probantes que nous avons donc, entre nos mains. Et nous aussi, nous avons réalisé en 2016 une étude donc, et sur la base encore de ces études passerelles donc, qui a prouvé aujourd'hui la nécessité de mettre donc, dans ces 3 régions des centres spécialisés. Parce que pour Caille, ça se comprend. Donc on fait frontière avec le Sénégal. Donc le Sénégal, voilà, donc, où la consommation donc, de ces produits donc, avait pris un peu d'ampleur donc, sur le Mali. Aussi la région de Caille, donc c'est une région voilà, donc, où l'exploitation minière donc, est florissante. D'accord, il nous reste 2 minutes. Okay. Comment y faire face rapidement à la consommation de l'eau? Et pour faire face rapidement, donc, je crois qu'il faut mettre beaucoup l'accent sur la sensibilisation. Et donner la bonne information et faire attention en donnant cette information. Il ne faut pas que ça suscite donc l'intérêt, ça réveille la curiosité donc vers cette jeunesse à aller vers la consommation. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de travailler donc pour voir comment insérer donc des modules pédagogiques au niveau des écoles secondaires donc pour qu'on enseigne donc à un niveau bas, à un bas niveau donc à ces enfants-là donc quels sont donc les différents dangers, donc les différents problèmes qu'il faut rencontrer en consommant les drogues. Quelle est l'urgence en quelque sorte selon vous? Oui, comme il vient de dire ça, c'est d'essayer déjà de trouver, d'instaurer un programme d'éducation comme les ECM qui se faisaient dans le temps, qui ne sont plus dans, je ne sais pas comment vous dire, qui ne sont plus dans le programme EM et ECM, qui ne sont plus dans le programme de l'éducation malienne. Il faut vraiment trouver, réintégrer ces genres. Merci beaucoup à nos invités, Mohamed Kanouté de l'Office central des stupéfiants, Mahamadou Touré, président de CNC Walaha, une association de lutte contre la consommation de stupéfiants. Et je rappelle que nous n'avons pas de nouvelles de notre docteur Yacouba Sissé qui avait confirmé sa participation au débat à la régie vidéo et audio. Peting Diara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Et je rappelle que demain, nous allons parler des écoles fermées au centre du Mali dans le Grand Dialogue. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.